Ce soir, on s'intéressera à la 25e journée mondiale de la protection civile. La célébration en Côte d'Ivoire s'est déroulée à Grand Laou, au sud du pays. On parlera aussi du label Made in Côte d'Ivoire. Comment se portent les produits fabriqués sur place avec du matériel local? La réponse dans ce journal. Au Nigeria, les autorités annoncent la libération de 234 femmes et enfants au nord-est du pays. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On l'annonçait en titre, la ville de Grand Laou au sud du pays a abrité la célébration de la journée mondiale de la protection civile. Une 25e édition axée sur la problématique de la réduction des risques liés aux catastrophes. Un appel justement a été lancé aux populations qui n'ont pas encore quitté les sites à risque. Abou Sanogo. Les festivités officielles de la 25e journée mondiale de la protection civile célébrées à Grand Laou. Et il s'est agi de cerner les contours des différents risques dans le cadre d'un développement qui répond aux besoins des populations d'une part et de revoir les politiques et actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention des risques et catastrophes qui menacent l'existence des populations afin d'éviter les situations tragiques comme l'année dernière dans la région de Grand Laou d'autre part. 25e journée mondiale de la protection civile pour projeter, faire de Grand Laou aujourd'hui la capitale nationale de la protection civile. Nous visons 0 cas. L'objectif est qu'il n'y ait pas de victimes humaines des pluies que nous allons connaître à partir de la mi-mai. Heureux d'accueillir cet événement dans sa cité, le maire du Grand Laou a traduit sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko pour les efforts accomplis pour le bien-être des populations de Grand Laou. La sensibilisation va se faire tous les jours. Mais aujourd'hui, la lutte, la prévention et la lutte contre les catastrophes nationales devient aujourd'hui un métier. Et par rapport à ça, il y a des actions qu'il y a à mener. Et à ce niveau-là, nous nous engageons avec les populations et tout le monde pour que cela soit une réalité sur le terrain. Une initiative saluée par le représentant du ministre d'État Ahmed Bakayoko. L'objectif est sensibiliser pour que les catastrophes ne surviennent pas, sauf les catastrophes naturelles. Une table ronde des visiteurs du débarcadère de Dobosan, du village de Brafedon et du sous-quartier Ravin ouest de la ville de Grand Laou ont constitué les autres étapes de cette célébration. En bref, la journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée demain, dimanche 3 mai. Le point sur la liberté de la presse à travers le monde et la question de l'amélioration des conditions de travail des journalistes au menu de cette célébration. Demain, un cross est prévu ici au stade de la haute fréquence à la RTI. L'on s'intéresse à présent au label Made in Côte d'Ivoire. De plus en plus d'Ivoiriens choisissent les produits fabriqués sur place avec du matériel local. Comment se porte sur les marchés ce label Made in Côte d'Ivoire? La réponse dans ce reportage, il est signé Sephora Zegui et Francis Boifou. Penser, créer et vendre à partir du label Made in Côte d'Ivoire, c'est à cela que s'attellent les artisans ivoiriens. La Côte d'Ivoire consomme 60% des produits qu'elle fabrique. L'artisanat apporte au moins 12% au PIB. Les Ivoiriens commencent à comprendre que le Made in Côte d'Ivoire commence à porter. Depuis 10 ans, Alimata Koulibaly et Mamadou Ouattara, tous deux artisans, ont monté leurs propres affaires. Alimata s'est lancée dans la transformation agro-industrielle. Elle produit et exporte des granulés de céréales. Mamadou, lui, fabrique des chaussures en cuir qui défient celles importées d'Europe et d'ailleurs. Auparavant, les granulés de bouillie de mil, de déguet, le fonio pré-cuit, tout ça venait de l'étranger. Les Ivoiriens ne consommaient pas les produits locaux parce qu'il n'y avait pas la disponibilité. L'Ivoirien a toujours aimé de la qualité. Donc la raison pour laquelle What Shoes aujourd'hui a opté pour vraiment la fabrication vraiment des chaussures authentiques, originales. La mode a pris son envol avec des stylistes tels que Gilles Touré, Éloi Sessou, Patéo. À côté de ceux-ci, des jeunes talents font la promotion du label Made in Côte d'Ivoire hors de nos frontières. Nous utilisons des matières locales, voilà, le pagne ivoirien, le pagne africain et même les tissus ivoiriens. Donc à travers ces deux mélanges, nous avons voulu créer un modèle qui va plaire autant aux Africains qu'aux Européens. Selon quelques observateurs et Assalfo du groupe Magic System, les articles fabriqués en Côte d'Ivoire se vendent très bien dans le pays et dans l'Hexagone. Moi, mes chaussures que je porte, ça fait plus de 2 ans. Même quand il y a une petite plus fine, elles sont intactes. Consommer ivoirien, c'est meilleur. C'est exporter la Côte d'Ivoire par toutes les manières
par tous les moyens. Nous portons certaines tenues ici sur scène et qu'après sur les réseaux sociaux ou sur nos pages personnelles, les gens viennent prendre des renseignements. Ambitieux, créatifs, ils le sont, ces jeunes Ivoiriens. Mais ils ont besoin de moyens matériels et financiers pour développer leurs activités. On a un savoir proprement dit, on fait ce qu'on peut faire, mais notre difficulté, c'est les difficultés financières. Les Ivoiriens sont désormais décidés à promouvoir et imposer leur savoir-faire à travers la mode, l'art et l'agro-industrie. Des services longtemps influencés par les cultures occidentales. Leur souhait, bénéficier d'appui pour faire du Made in Côte d'Ivoire une référence en Afrique et dans le monde. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant se dote d'une nouvelle direction. Il s'agit de la direction de l'assistance aux pupilles de l'État et aux pupilles de la Nation. Elle a pour mission notamment la prise en charge des enfants vulnérables. Les détails avec Doigt des Lasers. En Côte d'Ivoire, la mortalité maternelle en 2012 s'élevait à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. En cause, les hémorragies, les complications des avortements, les infections, entre autres. Une journée d'action de plaidoyer en faveur de la santé maternelle et infantile, donc en vue d'identifier des actions pour la survie de la mère et de l'enfant. Je veux que les populations sachent qu'on va jusqu'à elles pour mener le combat de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Que nous sommes sur le terrain en permanence et que nous refusons de continuer de voir des femmes mourir en couche. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida entend également mobiliser plus de ressources pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Cette action du ministère bénéficie du soutien de la JPIEGO, cette organisation internationale de santé qui œuvre pour l'amélioration et la protection de la vie des mères et des nouveau-nés dans le monde. Engageons-nous davantage à investir et à nous investir dans la santé maternelle pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Exposés, discussions, visites guidées des stations, des démonstrations des meilleures pratiques ont meublé cette réunion de plaidoyer. Alors, il s'agissait plutôt d'une activité du Programme national de la reproduction et de la planification familiale, une journée d'action en faveur de la santé maternelle. L'objectif était de faire un plaidoyer en vue de réduire le taux de mortalité chez le couple mère-enfant. Le reportage était dit par Koné Pargassoro. On s'intéresse à présent à ce que nous avions annoncé. Il s'agit donc du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui se dote d'une nouvelle direction. Il s'agit de la direction de l'assistance aux pupilles de l'État et aux pupilles de la Nation. Alain Didier Lachimène, mis en mission par le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désiré Ouloto. Il est nommé premier responsable de la direction de l'assistance aux pupilles de l'État et aux pupilles de la Nation, c'est-à-dire les enfants des militaires, des policiers, des gendarmes ou des magistrats tombés sur le champ d'honneur ou invalides suite à un accident de travail. Ces enfants devront bénéficier désormais d'une prise en charge scolaire et sanitaire de l'État de Côte d'Ivoire, une action de solidarité initiée par le président de la République, Alassane Ouattara, et concrétisée par la signature d'un décret le 17 décembre 2014. Des enfants de personnes munies de mandats électifs qui malheureusement ont trouvé la mort dans le cadre d'une mission commandée. Et donc ces enfants orphelins, pour le gouvernement, ne doivent pas être délaissés pour compte. L'État donc sera là pour apporter ce relais-là et pour se comporter en bon père de famille afin que cet enfant continue d'aller à l'école, afin que cet enfant, n'est-ce pas, soit soigné en cas de besoin. Des centaines d'enfants vivent dans cette situation de vulnérabilité du fait de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. La direction de l'assistance aux pupilles de l'État et aux pupilles de la Nation a pour mission de les identifier sur l'ensemble du territoire national en vue d'assurer leur prise en charge sociale et psychologique. La fête du travail, c'était hier au Collège moderne Saint-Pierre Charles d'Abobo. Personnel et enseignants ont été distingués. Doigt des lasers. Les enseignants et le personnel de la mutuelle du Collège Saint-Pierre Charles d'Abobo honorés ce vendredi 1er mai, jour de la célébration de la fête du travail.
Ces enseignants se sont distingués par leur ardeur et leur abnégation au travail cette année scolaire 2014-2015. Le 1er mai, fête du travail, est l'occasion pour les employés de faire des doléances aux chefs d'entreprise. Des doléances prises en compte pour le bon fonctionnement de la structure. Distinctions, poèmes et déjeuners ont marqué cette célébration de la fête du 1er mai. Cette page culture dans cette édition, le livre célébré à Conakry en Guinée, la Côte d'Ivoire invité d'honneur de la 7e édition des 72 heures du livre. C'était du 23 au 26 avril dernier, 3 jours d'échange entre lecteurs, auteurs, éditeurs et libraires. Retour sur la participation ivoirienne avec Franck Quadiou. Elles peuvent sonner les sirènes pour les 72 heures du livre de Conakry, la capitale de la Guinée devenue durant 3 jours capitale africaine du livre. Quelques dispositions sanitaires pour prévenir la lutte contre le virus Ebola, mais des visiteurs heureux d'être là. Il y a beaucoup de livres que j'ai achetés, et puis notamment aussi pour comment on appelle ça, les bandes dessinées pour les enfants. Et puis quelques romans africains, puisque moi c'est ce que j'adore, les romans africains. De bonnes affaires, des livres à l'appel, des conférences, débats et autres échanges. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, est bien présente. Nous avons 8 écrivains qui sont là, des auteurs qui publient dans le champ de la littérature générale, la littérature pour enfants. Nous avons des auteurs significatifs. Des auteurs significatifs, Frédéric Gramel, Constance Komara, Foi de Saint-Sauveur, entre autres, mais aussi de jeunes auteurs guinéens venus nouer quelques contacts. La multiplicité et de la pluralité des ethnies, l'acceptation de cette diversité. J'ai eu l'amour de l'écriture depuis que j'étais encore au collège. Par rapport à l'armée, ça s'est venu spontanément. Des écrivains, mais aussi des journalistes en devenir cherchant de la matière à reportage. C'est dans le cadre des études, on nous a donné le devoir à l'école. Donc je suis venue avec la caméra pour prendre des images et faire un reportage là-dessus. Une activité foisonnante de bon augure peut-être pour la littérature locale. Nous sommes en réelle progression et le but du salon, c'est justement de faire en sorte que les livres soient mieux connus, que les auteurs et leurs œuvres soient mieux connus. Pour rappel, notons que cette 7e édition des 72 heures du livre de Conakry s'est axée sur la biodiversité. Le thème choisi, livres, sciences, climat et environnement. En bref, manifestation au Burundi, les autorités dénoncent une entreprise terroriste. Quant aux opposants à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, ils ont annoncé hier une trêve de 48 heures. Ils demandent également au président de retirer d'ici à lundi sa candidature à la présidentielle du 26 juin. Au Nigeria, l'armée maintient la pression contre Boko Haram. Les autorités annoncent avoir libéré jeudi dernier 234 femmes et enfants. Christelle Menant. Après avoir délivré un groupe de 300 captives mardi dernier, l'armée nigériane annonce une nouvelle libération de 234 femmes et enfants effectuée jeudi dans la forêt de Sambisa au nord-est du Nigeria. Tous otages du groupe islamiste Boko Haram et constitués essentiellement de femmes, ils ont été évacués et conduits avec d'autres ex-otages dans un endroit où des identifications sont en cours. Selon un communiqué de l'état-major nigérien, ce sont plus de 500 prisonniers libérés ces derniers jours. L'assaut sur la forêt de Sambisa se poursuit sur divers fronts, a ajouté l'armée, qui précise que l'accent sera porté sur le sauvetage des otages civils et sur la destruction de tous les camps et équipements terroristes. Selon Amnesty International, environ 2000 femmes ont été kidnappées depuis le début de l'année 2014 par le mouvement islamiste Boko Haram. Plus de 14 000 blessés et plus de 6 600 morts après le séisme survenu la semaine dernière au Népal. Tout espoir de retrouver d'autres survivants a disparu. Ceux qui ont été épargnés se sentent abandonnés. 10 ans de souvenirs pulvérisés par le tremblement de terre. Dans ce village de l'une des régions les plus pauvres du Népal, où les glissements de terrain sont fréquents, 20 personnes sont mortes et plus aucune maison n'est habitable. Cette famille a tout perdu. Ma maison est détruite. Tout ce que je possède est détruit. Je suis triste. Je pense à bâtir une nouvelle maison, mais il n'y a pas d'argent maintenant.
Pour l'instant, nous n'avons pas d'argent. Je pense aussi qu'il est difficile d'obtenir un prêt pour faire quoi que ce soit. Nous vivons des temps très durs. Pour survivre, les habitants bâtissent des abris de fortune avec ce qu'ils trouvent dans les décombres. Selon les coordinateurs des équipes d'aide à Katmandou, les opérations dans les zones rurales s'intensifient. Mais les villageois, eux, affirment qu'aucune aide ne leur est parvenue, hormis ces 2 antalgiques distribués par des secouristes japonais de passage. Ils vont vers la colline en bus avec l'aide d'hélicoptères et d'avions, mais notre situation est pitoyable. Personne n'est venu ici. Il n'y a aucune maison dans le village. La plupart des familles ici vivent de l'agriculture. Le séisme les a non seulement privés d'un toit, mais aussi de leurs principaux moyens de subsistance. La plupart des animaux domestiques ont été tués. Les vaches, les chèvres, les poules. Vous pouvez voir que l'élevage des poulets qui était là est complètement en ruine. Pour l'heure, ils font front ensemble, partageant repas et refuges, comme tant d'autres familles dans cette région montagneuse du Népal, où plus de la moitié des 60 000 habitations ont été détruites par le séisme. C'est ici que l'on referme cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.